participe et qui doit nous aider à participer aussi à l'effort essentiel qui est celui de la transition écologique. Très bien. Christophe Bouillant, je vous remercie. On passe à vous, Patrick Barbier. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes maire de Mutterholz et vice-président du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Alors vous, cela fait des années que vous investissez pour la préservation de l'eau. Je crois même que vous étiez un lanceur d'alerte, me semble-t-il, dans les années 80. Alors, comment vous avez commencé et pourquoi ? Alors j'ai fait partie de cette génération qui a été très tôt sensibilisée à toutes ces questions-là. J'étais ce qu'on appelle un militant de protection de la nature. J'ai été président de la Fédération régionale de protection de la nature en Alsace, Alsace Nature. À ce titre-là, d'ailleurs, j'ai siégé au comité de bassin Rhin-Meuse. J'étais le Benjamin à l'époque. Pour l'anecdote, je viens de nouveau d'y rentrer, mais cette fois en tant que vice-président du SDEA. Donc voilà. C'est un peu la boucle qui se boucle. Voilà. Donc je suis maire d'une petite commune, a priori banale. Hein. Vous avez une image là, on n'est pas loin du Rhin. On a un banc communal qui est coupé en deux. La moitié que vous voyez là à l'avant-plan, c'est la zone inondable prairiale. Qualité de l'eau très bonne. Et juste derrière le bourg là que vous voyez, on a une zone non inondable et là qui est plutôt investi par l'agriculture intensive, céréalière, le maïs, qui est une grosse production de la plaine d'Alsace. Et manque de peau, on a le captage d'eau là-bas. Le syndicat, d'ailleurs, avait envisagé à un moment donné de le déplacer, de le mettre dans la zone inondable. Mais bon, j'avais fait partie de ceux qui se sont opposés parce que c'était un peu se voiler la face et reculer plutôt que d'avoir une politique offensive et de se dire non, l'eau, c'est ce qu'on doit à nos concitoyens sûrement plus précieux. Et donc, on a essayé, alors d'emblée, du côté du syndicat, j'étais pas encore maire, il y a eu des choses dans les années 80 qui se sont faites. Moi, en tant que lanceur d'alerte, je me rappelle bien, je faisais mes petits graphiques avec et je relevais les taux de nitrate et d'atrazine sur les analyses d'eau. Et mon graphique, je faisais partie de ceux qui annonçaient le malheur. Là, je disais, en l'an 2000, on n'aura plus d'eau potable. Et les agriculteurs m'ont fait mentir parce qu'ils ont réagi. Les lanceurs d'alerte, ça sert à ça. Ça sert à provoquer des réactions. Et il y a eu la courbe, elle s'est stabilisée. Aujourd'hui, on reste un captage fragile. En gros, en moyenne, 40 mg de nitrate. On a toujours des traces d'atrazine, alors que c'est interdit depuis qu'il n'y a plus, donc on n'en utilise plus depuis au moins 20 ans. Mais on trouve toujours encore des traces. Et puis, il y a d'autres substances qui sont un peu inquiétantes. Faut dire comment les choses ont évolué, excusez-moi, depuis ces années que vous nous décrivez, dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et quel est votre constat actuellement, présentement ? Alors, le constat, c'est qu'on stabilise les choses, mais il reste quand même beaucoup d'inquiétudes dans l'ensemble de la plaine du Rhin, mais alors plus particulièrement, notre captage est un peu caractéristique des captages de la plaine du Rhin. Ils sont fragiles, on produit encore, ici on produit de l'eau potable sans aucun traitement. On pompe dans le château d'eau et on distribue. C'est une vraie fierté dans une zone d'agriculture intensive, ce qui montre bien qu'on peut en faisant... C'est possible. Alors, comment on fait aujourd'hui ? On a une stratégie foncière. Comme mon collègue, je me suis beaucoup retrouvé dans les propos de mon collègue. La différence, c'est que nous, on n'est pas dans l'acquisition parce que l'héritage de l'histoire fait que, par exemple, ma commune, on est propriétaire de 350 hectares de terres agricoles sur un banc communal, un territoire communal de 1200 hectares. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc, la question, c'est pas d'acquérir, c'est de maîtriser. J'aime bien le mot maîtrise foncière parce qu'on a beau être propriétaire d'un terrain, si on s'en occupe pas, si on rentre pas en dialogue avec les exploitants agricoles, les exploitants agricoles font ce qu'ils veulent. Donc nous, on essaye de se servir de ce patrimoine comme un levier pour une politique de l'eau et une politique agricole intégrée à cette politique de l'eau. Alors, comment on fait ? On a des outils, on s'appuie bien sûr beaucoup sur le syndicat
le grand syndicat de l'eau et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. C'est un des plus grands syndicats français. C'est une vraie ingénierie mutualisée. Une commune de 2200 habitants, vous ne m'avez pas demandé mes collaborateurs, mais vous imaginez bien que c'est à l'échelle de ma commune. Ils sont très motivés, mais ils ne peuvent pas avoir toutes les compétences. Donc évidemment, on s'appuie sur l'ingénierie du SDEA qui nous aide dans cette stratégie de maîtrise foncière. Donc petit à petit, on essaye de modifier les pratiques de nos exploitants par le biais du bail rural. Alors, il y a le dialogue, bien sûr, mais il y a surtout un moment clé qu'on a découvert, c'est le départ à la retraite. Il y a des départs à la retraite, comme dans tous les métiers. Il y a une tendance, alors je ne sais pas si elle est nationale, en tout cas chez nous en Alsace, c'est un peu de transmettre dans la famille, même quand la famille n'est pas vraiment agriculteur, quoi. Et donc ça continue comme ça au fil de l'eau. Nous, on regarde clairement, et puis il y a la profession d'ailleurs qui nous rappelle qu'il y a des lois, que la transmission après la retraite, elle est de droit quand on a un fils ou une fille qui est exploitant, mais sinon ça doit être redistribué, notamment aux jeunes agriculteurs. Oui, donc quelle stratégie pour transmettre au-delà de l'aspect familial? C'est d'affirmer notre stratégie déjà, alors bien sûr le dialogue, mais aussi d'affirmer, vous l'avez dit, d'affirmer les ambitions d'une communauté, d'une commune, d'un syndicat, et donc de demander aux agriculteurs des efforts par rapport à la qualité de l'eau. Alors c'est une stratégie qui évolue. On a commencé il y a quelques années en affirmant que dorénavant, la redistribution des terres communales, c'était priorité au bio. Résultat, on a eu une conversion en bio dans un agriculteur qui était... Du coup, aujourd'hui sur les... Alors, c'est une petite commune, on a 4 exploitations agricoles, on en a 2 en bio, un en agriculture de conservation et un 3e en agriculture raisonnée. La priorité au bio a provoqué la réaction des 2 autres qui nous ont dit nous, on n'aura plus jamais rien. Et voilà. Et donc, le dialogue là, récent a induit un système qui serait un peu long techniquement à expliquer, mais un système de compensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réouvre la possibilité d'obtenir des terres à tous les agriculteurs, mais on leur demande des efforts sur l'ensemble de leur exploitation. Alors, en appui, bien sûr, on a les outils, le bail rural environnemental, les obligations réelles environnementales qu'on est en train de mettre en œuvre, les paiements pour services environnementaux, point d'interrogation encore, c'est compliqué, c'est en cours de mise en place. Mais vraiment, l'outil principal, mon collègue l'a dit, c'est le dialogue, et le dialogue, c'est l'écoute. C'est l'écoute réciproque. Nous, on l'a carrément institutionnalisé, le dialogue avec les agriculteurs. C'est-à-dire, concrètement, il est structuré, organisé. Alors, je ne l'ai pas dit, la particularité à Muttersol, c'est qu'on a la première maison de la nature en France, chronologiquement et probablement en termes d'importance. On a, depuis une bonne 50aine d'années, donc l'éducation à l'environnement, chez nous, ce n'est pas un vain mot. Les gamins du village, depuis 2 générations, sont très sensibilisés à toutes ces questions-là. Et à la Maison de la Nature, aujourd'hui, il y a deux chargés de mission pour le dialogue territorial. Donc, ils travaillent pour le syndicat et pour la commune et pour d'autres communes pour organiser, pour institutionnaliser et puis pour créer un dialogue permanent. Donc, les réunions se font souvent avec le dialogue, c'est un métier aussi. Et on arrive comme ça à des résultats tout à fait intéressants. D'accord. Une dernière question. Vous étiez un lanceur d'alerte dans les années 80. Alors moi, j'aime bien penser un petit peu en termes de temps long, de prospective. On part dans une génération en 2040. Quel serait l'état des lieux si nous étions en 2040 que vous feriez aujourd'hui? Exercice difficile. Non, moi j'aime bien la prospective quand on veut changer le monde, on se projette. Mais on sait qu'il faut avoir de la patience, qu'il faut voir le temps long. Moi, je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste. C'est une expression que j'aime beaucoup. La raison pourrait nous amener au pessimisme, mais je suis assez confiant sur le fait que l'humanité est capable de se ressaisir et de trouver des solutions. Tous les territoires comme les nôtres, il y a plein de solutions qui, si elles sont
généralisées permettront d'avoir toujours de l'eau potable, d'avoir toujours des belles rivières et une agriculture, bien sûr, c'est important d'avoir une agriculture de qualité. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est, je fais souvent remarquer, économie, écologie, si vous les superposez, il y a juste 2 lettres de différence. C'est les 2 faces d'une même pièce. Et aujourd'hui, il faut absolument tenir les 2 bouts. L'économie, c'est le court terme. C'est comment on se nourrit, comment on se déplace, comment on cultive nos enfants à court terme aujourd'hui. Et l'écologie, en fait, c'est la même chose, mais c'est à long terme. C'est penser à 2040. Très bien, Patrick Barbier, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, nous avons également sollicité